Une nouvelle page s'ouvre en Syrie après la chute de Bachar el-Assad. On répond dans cette vidéo aux 4 questions qui se posent maintenant. La première, qui est le nouvel homme fort de la Syrie ? Celui que vous voyez sur ces images prendre un bain de foule dans Damas, c'est Abu Mohamed al-Joulani et c'est le leader du groupe HTC, Hayat Tahrir al-Sham, une ancienne branche d'Al-Qaïda. C'est un islamiste en quête de respectabilité sur la scène internationale, mais qui a pourtant un CV bien rempli dans le milieu djihadiste. En 2003, Al-Joulani rejoint Al-Qaïda en Irak pour lutter contre l'intervention américaine. Là-bas, il sera capturé et il va passer 5 ans dans une prison en Irak, tenue par les Américains. En 2011, il rentre en Syrie. On est au début de la révolution syrienne et Bachar el-Assad engage une répression sanglante contre sa propre population. Al-Joulani fonde alors le front Al-Nosra et c'est ici que son parcours djihadiste commence à se singulariser. Au milieu des années 2010, il refuse de prêter allégeance à l'État islamique et place plutôt sa confiance dans Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, mais 1 an plus tard, il rompt ses liens avec Al-Qaïda. Pourquoi ? Pour des divergences de vues. En fait, là où la plupart des groupes djihadistes veulent une dimension internationale à leur cause, Al-Joulani dit, pour résumer, « Mon ennemi ce n'est pas l'Occident, c'est Bachar el-Assad, et mon objectif ce n'est pas le califat à l'échelle du monde, c'est libérer la Syrie. » C'est en quelque sorte un djihadiste nationaliste et qui tente depuis quelques années d'adoucir son image. Il ne porte plus le turban blanc, il se montre désormais en tenue militaire. Il a aussi édulcoré son vocabulaire très conservateur pour apparaître plus modéré. Il a désormais 42 ans et il aspire à être adoubé par la communauté internationale. Deuxième question, va-t-on vers un nouveau Daesh en Syrie ? Les scènes de liesse dans de nombreuses villes en Syrie annoncent-elles une libéralisation politique du pays ? Ce n'est pas certain. Alors une bonne façon d'anticiper ce que pourrait devenir la Syrie, c'est de se rappeler comment le groupe HTC administrait déjà la province sous son contrôle depuis 2019 dans la province d'Idleb. Une région donc où la charia est appliquée et où les rebelles ont été accusés il y a quelques mois d'exactions à l'encontre de la population, ce qui pourrait s'apparenter à des crimes de guerre d'après l'ONU. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, HTC comporte des singularités qui la distinguent des autres gouvernances islamistes dans le monde. Pour faire une comparaison qui n'est pas vraiment bonne, mais on va la faire quand même, c'est des talibans très soft. Par exemple, quand j'y étais, on voit les femmes conduire. Les femmes vont à l'université. Il y a mixité dans les parcs, il y a mixité dans les malls, il y a des malls. La question est maintenant de savoir si Hayat Tahrir al-Sham entendra régner sur la Syrie en appliquant les mêmes principes que dans son fief de la région d'Idleb, et si l'effondrement du régime Assad ne provoquera pas un chaos qui profitera demain à des groupes islamistes encore plus radicaux. Parce que c'est exactement ce qui s'était passé en Irak et en Syrie avec le groupe État islamique. Troisième question, qui sont les perdants et les gagnants de la chute de Bachar el-Assad ? Le régime de Bachar el-Assad était sous assistance respiratoire depuis plusieurs années grâce à ses 2 parrains, l'Iran et la Russie. Ce sont les 2 grands perdants de ce bouleversement, et surtout l'Iran qui enchaîne les revers depuis plusieurs mois. Avec la défaite militaire du Hamas dans la bande de Gaza, que la République islamique soutenait, avec aussi et surtout l'enchaînement des coups portés par Israël à l'encontre du Hezbollah, son bras armé au Liban. La perte potentielle de son influence en Syrie marque aujourd'hui un nouveau recul d'ampleur sur la scène régionale pour Téhéran. Pour Vladimir Poutine, qui offre, rappelons-le, l'asile à Bachar el-Assad, c'est surtout un aveu d'impuissance, tant la Russie est mobilisée sur le front ukrainien. A noter aussi que 2 bases russes se trouvent en territoire syrien, sous la menace potentielle des rebelles, une à Tartous et une autre proche de Latakia. La Turquie d'Erdogan s'est à l'inverse félicitée de la chute du clan Assad qui lui offre 2 opportunités majeures. D'une part, renvoyer en Syrie les millions de réfugiés qui sont encore sur son territoire et d'autre part, infliger un nouveau coup aux Kurdes, les ennemis de toujours du président turc qui occupe le nord-est du pays. Benyamin Netanyahou s'est également réjoui dans une allocution. Tout ce qui affaiblit l'Iran et ses soutiens est bon à prendre pour le Premier ministre israélien. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. Reste à savoir si les Syriens eux-mêmes seront les gagnants de la fin de l'ère Assad de 50 ans d'autoritarisme, mais il est encore trop tôt pour en être certain. Et 4e et dernière question, que vont devenir les milliers de détenus emprisonnés en Syrie ? Alors il faut déjà distinguer 2 types de détenus en Syrie. Il y a d'abord
les prisonniers politiques, qui étaient considérés par le clan Assad comme des ennemis du régime. Ces derniers jours, des vidéos ont circulé sur les réseaux. On y voit des prisonniers libérés de la prison de Sednaya, surnommée l'abattoir humain, et connue comme étant la plus emblématique de la répression du régime syrien. D'après l'ONU, les prisons de Bachar al-Assad détenaient encore en 2019 128 000 personnes, parmi lesquelles on retrouvait, toujours selon l'ONU, des médecins, des humanitaires, des défenseurs des droits de l'homme, des activistes, des journalistes, et notamment des femmes et des enfants. Mais en Syrie, il y a aussi de nombreux détenus djihadistes, ce qui pose bien évidemment la question de notre sécurité. Ils sont majoritairement détenus dans les zones tenues par les Kurdes, dans des conditions de sécurité assez précaires. Les estimations oscillent entre 10 et 12 000 personnes d'une cinquantaine de nationalités différentes, et parmi ces détenus, environ 130 Français. La recomposition politique en Syrie aura-t-elle un impact sur les équilibres territoriaux? Et si oui, quel sort sera réservé à ces milliers de prisonniers? C'est une question suivie de près par les Occidentaux aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à vous abonner sur notre chaîne. À bientôt sur l'Express.